Alors, la deuxième vidéo de cette série sur les croyances limitantes qui bloquent le parcours flamme jumelle. Croyances qui nous viennent des experts, des professionnels du parcours, qui nous viennent aussi... celle-là, elle risque pas trop de devenir d'ailleurs que de là d'ailleurs. C'est la croyance qu'il y a un runner et un chaser, que le chaser est en dépendance affective. Et que tant qu'on va à l'endroit dans le truc, tant qu'on est en dépendance affective, le runner ne reviendra pas. Je m'engueule régulièrement avec l'autre FG qui partage cette page, cette chaîne YouTube avec moi, par rapport à cette croyance qu'il y a un runner et un chaser. Et là, je vais avoir des difficultés pour pas, moi aussi, asséner des vérités. Donc, il va falloir que je me calme et j'aimerais que quelqu'un me réponde et me partage une autre expérience, me partage... Dans le lien flamme jumelle, il y a bien deux polarités. Comme absolument tout dans l'univers, il y a le yin et le yang, donc le féminin et le masculin, le jour, la nuit, la lune, le soleil, etc. Mais c'est tout. Pour moi, je m'arrête là. Voilà, il y a deux polarités. Comme sur une pile, vous avez une polarité négative et une polarité positive. J'ai bien dit négative, enfin négative et positive. Effectivement, si vous mettez deux polarités négatives ensemble, ça se repousse. Et si vous mettez deux polarités positives ensemble, ça se repousse. Donc il y a bien une question, il me semble, moi j'adore cette analogie de la pile, c'est très parlant pour moi, où on se retrouve à des moments dans le parcours dépolarisé. Et ce n'est plus envisageable de se parler, d'être dans la même pièce, de partager son énergie d'une façon ou d'une autre, sans avoir envie d'arracher la tête de l'autre. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas un runner et un chaser? Je reprends une théorie de l'attachement qui ne vient pas de la spiritualité ou du développement personnel, mais qui vient d'un psychologue. C'est une théorie qui existe depuis longtemps, la théorie de l'attachement, qui parle d'attachement sécure-insécure, qui parle surtout d'attachement anxieux, évitant, et désorganisé, ça veut dire le mix des deux, anxieux-évitant. Effectivement, même sans être dans un parcours flamme jumelle, les dynamiques anxieux-évitants, ou je veux dire, pas désorganisées, mais où un anxieux et un évitant se retrouvent en couple, puisqu'ils s'attirent, sont monnaie courante. Ça ne veut pas dire que tout le monde, tous les gens qui sont dans cette dynamique sont flammes jumelles. Ça ne veut pas dire non plus que toutes les flammes jumelles sont dans un schéma anxieux / évitant. Et la plupart des flammes jumelles, me semble, sont en fait beaucoup plus dans un schéma désorganisé que soit l'un ou soit l'autre. Et cette notion de dépendance affective, quand on est donc l'attachement anxieux, ce qui décrit mieux en fait la position du chaser, comme voilà. Cette notion me dérange énormément. Énormément. Et je vais énerver quelques psys au passage. Pourquoi je dis qu'il n'y en a pas un qui court et un qui court derrière? Parce que finalement, quand on est chaser, on court aussi. Et ça, je le dis en rigolant, mais je le dis pas du tout en rigolant. On fuit quoi quand on est chaser? Je vais utiliser ces termes
exprès là pour imager ce que je veux dire. On fuit quoi quand on est chaser? C'est une vraie question. On fuit quelque chose. Sinon, pourquoi on court? Si on a la bonne place et qu'on est aligné et qu'on a ce dont on a besoin, pourquoi on court? Je vais vous proposer une lecture un petit peu différente du runner chaser en termes de féminin-masculin. D'accord, il y a des polarités yin et yang, ça c'est pas les flammes jumelles qui l'inventent, c'est le Tao qui parle de yin et de yang, et puis ça se vérifie de toute façon dans l'humanité entière et dans l'univers entier. Si on a un féminin qui, si bien équilibré, va être plutôt dans la fertilité, donc dans le fait d'avoir des idées et de les mettre au monde, qui va être plutôt dans l'intuition, qui va être plutôt dans le recevoir, qui va être plutôt dans l'intériorisation, qui va être plutôt dans le travail émotionnel et énergétique. On a un masculin qui va être plutôt dans l'action, qui va être plutôt dans la matière, qui va être plutôt dans le donner, qui va être plutôt dans le faire. Je vous parle d'extrême yin et yang, mais pas si extrême que ça quand même. Voilà, de polarité parfaitement définie, ce qui n'est pas notre cas vu qu'on est quand même censé être un petit peu équilibré à l'intérieur, au bout d'un moment. Mais on a quand même une polarité de base. Je ne reprécise pas que c'est pas forcément une femme et un homme, que c'est une polarité. Hein. Je ne parle pas de couple hétéro en particulier, je ne parle pas de femmes dans un corps de femme. Voilà. Tout le monde le dit et on est bien d'accord sur tout ça. On a une féminine qui est capable de comprendre toutes ces choses-là. Mais qui a priori à un moment du parcours est déséquilibrée justement dans son masculin et pas forcément en mesure de s'apporter la sécurité nécessaire dans sa vie à plein de niveaux différents. Je fais un petit peu des raccourcis là. Qui ne se soutient pas elle-même, on va dire, dans sa vie à un moment donné. Et on a un masculin dont la fonction n'est pas forcément de comprendre tout ça, mais dont la fonction va être de l'ancrer dans la matière. C'est quand même une sacrée tâche en soi. On a un masculin qui a des blessures transgénérationnelles qui sont extrêmement lourdes et qui sont pas si vieilles que ça. Si on parle notamment de guerre et de masculinité toxique et de patriarchie et de religion, tout ça n'est pas si loin derrière. Hein. C'est une génération ou deux au-dessus, mais pas beaucoup plus. Et en plus, ça dépend de quelle génération on est, donc voilà. Mais c'est pas très très loin. Mais pour les femmes aussi. D'accord, il y a des blessures collectives transgénérationnelles qui sont pas très très loin. Qui sont toujours... c'est toujours le cas. Toutes ces blessures transgénérationnelles collectives qui ont déstabilisé le collectif masculin et dépolarisé le collectif masculin, aujourd'hui, c'est le rôle, il me semble, de vos masculins, de nos masculins, ou de vous si vous êtes le masculin, la polarité masculine, de transmuter tout ça pour arriver à ancrer l'amour inconditionnel dans la matière. Donc la féminine conceptualise l'amour inconditionnel. Ça la transcende. Le masculin le transmute pour l'ancrer dans la matière. Forcément que sans comprendre tout ce qui se passe, moi aussi, ça me ferait super peur. Et je partirai. C'est une lecture de pourquoi
beaucoup de masculins plutôt que des féminines partent un peu en courant et qu'on les appelle les runners. Et je refuse d'entendre que c'est parce que le masculin a des blessures que la féminine, ou qu'il est moins avancé dans le parcours, ou qu'il a plus de blessures, ou que c'est une pauvre petite chose pour laquelle il faut avoir de la compassion et qu'il faudrait sauver parce que c'est tellement dur pour eux, ils n'ont pas idée de ce qu'ils font. Il n'y a pas besoin, le masculin, d'avoir idée de ce qu'il fait, c'est pas son rôle. Une fois qu'il va être... que nous serons transcendés par l'amour inconditionnel, et le masculin, en tout cas une fois que la polarité féminine, donc une fois que le masculin l'aura rééquilibré en lui, sera transcendé aussi, l'aura transcendé à l'intérieur, il pourra le transmuter et l'ancrer dans la matière. Je me perds un peu parce que j'ai rien écrit et que je vous parle comme ça et que ça me semble très clair dans ma tête, mais voilà. La féminine, ou en tout cas celle ou celui que l'on va s'imaginer être le chaser, il court derrière quoi? Il fuit quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour que le runner parte en courant? Je refuse qu'on mette de côté tous les comportements d'auto-sabotage qu'un comportement anxieux peut mettre en place parce qu'il a aussi peur, par exemple, de l'engagement que l'évitant, l'attachement évitant, donc qu'on appelle runner. Je refuse qu'on mette de côté le fait que les deux sont exactement dans la même chose, donc cette peur de l'engagement, cette non-acceptation, non-amour de soi, cette incapacité à concevoir que l'autre puisse nous aimer comme on est, pour ce qu'on est. Et les comportements appris sont différents, mais la fuite est la même. La façon de la mettre en œuvre est différente. Donc le comportement anxieux va être dans l'attachement anxieux va être dans des comportements d'auto-sabotage différents, mais la fuite est la même. Et quand je dis de quoi il fuit le chaser, les deux fuient quelque chose dans leur vie. Les deux fuient leur désalignement. Les deux fuient le poids de ce qui leur est demandé pour le poids de toutes les souffrances qui vont être vécues pour faire le travail. Parce que c'est souffrant de se défaire de la partie de nous qui a toujours cherché à nous protéger. D'accord? C'est pas vrai que, enfin moi en tout cas à mon niveau, et je l'ai toujours vérifié avec les gens autour de moi, c'est pas vrai que après une séance de thérapie ou que après un moment d'épiphanie spirituelle où on a compris quelque chose, c'est pas vrai qu'on se sent, qu'on met notre robe à fleurs et qu'on va se rouler dans les champs en riant de joie. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est très souffrant de se défaire des parties de soi qui ont toujours cherché à se protéger, qui ont toujours existé et qui doivent mourir, qui n'ont plus aucune raison d'être. Il y a une petite mort, voilà. Une mort de l'ego. Donc voilà, on fuit ce travail-là. On fuit les difficultés même matérielles que ça engendre de devoir, de devoir changer quelque chose. On fuit le changement, tout simplement. On fuit le changement. Et c'est un peu, je pense, c'est un peu, je pense, la raison pour laquelle le parcours Flamme Jumelle se passe comme il se passe. À savoir que si on n'est pas dos au mur et le souffle coupé tellement c'est difficile, on ne change pas, en fait. On reste dans sa zone de confort. Oui, on peut décider un jour
de sortir de sa zone de confort parce qu'on a écouté Tony Robbins, parce que Mais en réalité, changer sur des choses qui sont aussi structurelles chez nous que notre ego, que notre faux self, qu'enlever tous les mécanismes systémiques qui nous ont permis d'exister jusqu'à ce point dans notre vie, on ne le fait que si on n'a plus le choix, parce qu'en fait, c'est pas putain de possible de continuer comme ça. Et oui, on va avoir des accompagnants, je vais le dire en général, hein. On va avoir des accompagnants en se disant on n'est pas obligé d'arriver au point d'insupportable. Et je souhaite que ça fonctionne. Pour moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Pas que de voir des accompagnants, ça n'a jamais fonctionné. De voir des accompagnants ne m'a jamais empêché d'aller au point d'insupportable, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose à expérimenter pour soi-même. Parce que c'est trop ancré dans notre fonctionnement pour croire quelqu'un sur parole. C'est comme si on vous dit saute sans parachute, fais-nous confiance, ça va marcher. Bon bref, non, j'arrête les comparaisons morbides. Bref. D'autre part, et là je vais changer de sujet parce que mon point est pas bien structuré. En tout cas, mon argument n'est pas très structuré, mais je pense que j'en ai fait le tour. La deuxième chose que je souhaite déconstruire par rapport au runner et au chaser, c'est que souvent c'est accompagné c'est que souvent ça vient nourrir un espèce de triangle de Karpman où d'un côté il y aurait un bourreau et de l'autre une victime sauveur. Le runner étant le méchant parce qu'il fait de la merde, alors que l'autre est droit dans ses bottes et est très gentil et lui ne fait rien de mal. Et je sais qu'on a l'impression que c'est vrai. Moi, la première, tout le temps. On a l'impression que c'est vrai. Quand on est l'attachement anxieux, on a l'impression que... Ou même pas que quand on est l'attachement anxieux, je pense que les deux ont cette sensation-là. En fait, je crois que les deux croient ça. Mais il y a deux personnes qui sont mises à mal par ce parcours. Et il y a deux personnes qui se débattent avec le changement qui est nécessaire de mettre en place. Mais il n'y en a pas un méchant qui a rien compris parce qu'il court. Et un gentil qui fait tout le travail de son côté et qui attend parce que l'autre il faut rien. Parce qu'il n'y a rien de plus toxique comme dynamique en fait. Or, et là ce sera le sujet d'une autre croyance, mais je le dis déjà et ça pour moi c'est une vérité. Le toxique ne marchera pas, il sera présent souvent, mais il ne fonctionnera pas pour faire avancer le lien flamme jumelle. Voilà. C'est juste, ça vibre pas. Voilà. Donc, si vous continuez à vous mettre, ou si votre autre continue à vous mettre dans une position de supériorité par rapport à... voilà. Je ne dis pas qu'il faut accepter des comportements de l'autre et qu'il ne faut pas mettre de limites. C'est deux choses différentes et je dirais jamais aux gens de ne pas mettre des limites et de subir des choses qu'ils n'ont pas envie de subir. En revanche, on ne vit que ce qu'on accepte de vivre et il faut avoir de la compassion. Et là, je dis bien il faut, si on veut avancer un tant soit peu. Il me semble avoir beaucoup de compassion
sans rentrer dans un syndrome de sauveur. C'est deux choses différentes, encore une fois, pour ce que peut vivre l'autre. Un syndrome du sauveur, c'est viens mon chéri, tu es très malheureux, c'est pour ça que tu es méchant, je vais t'expliquer, je vais t'aider, je vais tendre l'autre joue pour que tu puisses comprendre. On peut aimer à distance, hein. On peut aimer et s'aimer soi d'abord. C'est pas et puis c'est pas de l'amour en fait d'être sauveur. Enfin, c'est une situation de là pour le coup de dépendance toxique d'être le sauveur de vouloir être le sauveur de quelqu'un. En revanche, on peut avoir beaucoup de compassion sur pourquoi l'autre met en avant les comportements qu'il met en avant et comprendre. Du coup, pas pour aller le sauver, pas avoir de la compassion pour aller le sauver, pour comprendre que c'est pas un bourreau. Pour comprendre que c'est pas un bourreau et du coup ça ne fait pas de vous une victime. Voilà, c'est récupérer son pouvoir et sa souveraineté. Ça aussi. Réfléchissez à l'intention positive qu'il y a derrière, parce qu'on ne va pas être dans le jugement ici. Pour les deux polarités d'ailleurs, réfléchissez à l'intention, la double intention positive qu'il y a derrière dans ces comportements. Si vous me répondez, il me fait mal exprès, pour me faire chier, parce que c'est un sadique tortionnaire, soit vous n'êtes pas honnête avec vous-même, hein, c'est sans jugement, ça peut être une phase aussi de ne pas être en capacité d'être honnête avec soi-même, soit vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Je vais revenir à ça. Allez, c'est la prochaine que je fais. Je vais m'arrêter là et c'est la prochaine que je fais sur la toxicité d'un lien de flamme jumelle. Parce que là, sinon, je vais tacler trop de sujets à la fois. Donc voilà, ne rentrez pas dans un triangle de Karpman en pensant qu'il y a un runner et un chaser. Pour beaucoup d'entre nous, on est beaucoup plus des attachements désorganisés que soit l'un soit l'autre. Et effectivement, il faut avancer un petit peu parce que quand l'autre a fini de courir et qu'il revient et qu'il se tourne vers vous et qu'il dit « Allez, aimons-nous inconditionnellement, je suis là, je suis prêt. » Vous croyez qu'il se passe quoi? Pour ceux à qui en sont à ce stade du parcours, je pense que vous riez gentiment dans vos barbes. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, qui y ont été puis en sont revenus parce que, pareil, autre vidéo, les étapes, bref. Je me demande, je suis curieuse qu'un jour vous me disiez quelle a été votre réaction quand finalement il a fallu s'engager, vraiment, de façon matérielle, de façon quand il a fallu faire des compromis, quand il a fallu engager des choses pas tout seul, quand il a fallu sortir de ses systèmes. Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que finalement ça vaut le coup? Est-ce que finalement j'ai vraiment envie d'être dans ce lien? Parce que ça me fait chier en fait. Et puis de toute façon, c'est un con. Donc je veux quitter le lien. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fuit? C'est un bon exercice, je pense, de se demander qu'est-ce qu'on fuit, nous. Pourquoi on passe notre vie à soit lui courir derrière, soit lui courir derrière énergétiquement en allant suranalyser, surécouter des guidances pour se rassurer, surcomprendre des choses, des sujets. Voilà, qu'est-ce que c'est aussi une façon de courir derrière. Qu'est-ce qu'on fuit dans notre quotidien, dans notre vie, dans ce qu'on est, dans ce qu'on pense qu'on ne va pas être capable d'être si l'autre n'est pas là. Et est-ce qu'il y en a un qui fuit et un qui court derrière? En tout cas, moi je pense qu'il y en a deux qui courent. Voilà, de deux façons différentes. Voilà. Et il n'y en a pas un qui est plus joli que l'autre. Et il y en a un qui se retrouve dans la bonne communauté, entouré de
de ses pairs parce qu'il a des mots et des concepts et des compréhensions et du soutien. Et du coup, il peut se monter le cerveau en communauté. Moi, la première, coupable. Mais et l'autre qui n'a pas ce comparatif-là, si, parce qu'il va avoir mais pas avec le niveau de compréhension euh, que celui qui est éveillé en premier va avoir. Que, dites-vous que si vous gravissez la montagne, il gravit la montagne avec un gros sac à dos, bien plein, les yeux bandés, et sans savoir qu'il gravit une montagne. Voilà. Donc on va lui lâcher un peu la grappe, même si c'est vrai qu'il est à la masse en termes de compréhension, ils sont à la masse. En termes de compréhension, ils sont à la masse, ça c'est un fait. Ceux qui ne sont pas éveillés au lien. Mais je pense qu'en grande partie, je ne sais pas s'ils le resteront, ça dépendra des cas, mais je pense pas que ça soit... je pense que c'est bonus, voilà. Moi j'en suis là. Bon, ça c'est mon avis personnel, c'est pas dans la déconstruction de tout ce que je disais. Voilà, bah, je vais de ce pas tacler le sujet de la toxicité dans les relations. Et je vous dis à bientôt. Et j'espère que tout ça vous aura permis de réfléchir. Et encore une fois, mon but, c'est pas non plus d'asséner des vérités. C'est de proposer une réflexion et de proposer de déconstruire les choses pour en fait faire confiance à sa propre logique. Faites preuve de discernement et faites confiance à votre propre logique. Je parle pas forcément que de logique mentale, je pense à ce qui résonne pour vous, tout simplement. Voilà, allez, à bientôt.